Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le plus célèbre Gaulois du monde se fait professeur d'économie dans l'exposition L'économie selon Astérix. Ça se passe à Citeco, la cité de l'économie à Paris. Elle est dirigée par Philippe Gineste, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité à l'orée de cette COP28. Toutes les ONG qui dénoncent la surexploitation du krill, c'est plutôt de la biodiversité que du climat, mais tout cela se rencontre. Les programmes, évidemment, ceux de SVT. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Idée lecture, idée cadeau avec ce conte musical qui vient de sortir, La Mandoline de Lviv. Enfin, plateau repas, notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, notre diététicienne nutritionniste, vous dévoilera le nouveau mode de calcul du Nutri-Score. Il entre en vigueur le 1er janvier. Il sera plus strict. Elle va vous éclairer sur le sujet. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. L'économie selon Astérix se tient jusqu'en février 2024 à Citeco, une exposition donc qui vous invite à réviser de grandes notions économiques autour des albums d'Astérix, dont le dernier, l'Iris Blanc, faut-il le rappeler, sauf que vous vivriez, je ne sais pas moi, dans une grotte ou alors vous avez tout débranché depuis un mois, dont le dernier album, l'Iris Blanc, vient de sortir. Invité du Grand Oral, donc le directeur de Citeco, Philippe Gineste, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Astérix, pour commencer, il y a plein de façons de faire de l'économie avec Astérix. Un premier fil qu'on peut tirer, c'est de rappeler qu'Astérix naît en pleine période de croissance, c'est le début des 30 Glorieuses, et donc avant tout la société qu'il dépeint, elle est profondément ancrée dans cette époque. Oui, en fait, c'est pas un cours d'histoire, Astérix. Hein. C'est en fait une parabole, c'est un miroir de nous-mêmes. Et l'œuvre ayant été créée au cours des années 60, en fait, ça parle des 30 Glorieuses et de la façon dont en fait, la France s'est organisée, s'est structurée. Et vous avez plein de sujets qui apparaissent dans Astérix qui n'étaient pas véritablement de véritables sujets sous l'Empire romain. Néanmoins, alors il y a plus que des libertés historiques dans la bande dessinée, mais il y a une chose qui est assez bien rendue, c'est que Rome fonctionnait dans l'histoire comme une économie de prédation, et ça on le retrouve à plein d'endroits des albums d'Astérix, et c'est montré dans l'expo. Oui, parce qu'en fait, Astérix, c'est le village gaulois qui résiste, et qui résiste à quoi? À l'Empire romain, et donc à cet empire qui vient imposer sa loi, sa force, et dans le village, ils sont libres de faire rien d'ailleurs, parce qu'ils font pas grand-chose, mais ils sont dans leur vie en fait. Oui, ils pêchent même pas en fait, puisque l'ordre alphabétique amène son poisson pas très frais de Lutèce, tout s'explique. Il n'y en a que 2 qui travaillent encore, pas fortement. Voilà. Et par contre, en fait, l'œuvre est composée en 2 espaces, ce qui se passe dans le village et ce que vous avez en dehors du village. Et en dehors du village, là, vous êtes dans le monde romain. Et dans le monde romain, ou le monde gallo-romain. Et dans ce monde gallo-romain, vous avez en fait des gens qui ont un métier, qui travaillent, le monde est organisé, structuré, vous avez des routes, des commerces, de la monnaie. Même dans le village gaulois, à part pour payer les poissons, il n'y a pas d'argent. Et donc, en fait, on se retrouve dans le véritable monde qui est organisé dans ce monde romain. Et l'Empire romain était dans la réalité, en fait, un empire colonial. La Gaule a été envahie et quand un territoire était pris, eh bien, il devait en fait donner ses richesses à l'Empire romain et ça se structurait schématiquement par en fait des impôts qui étaient très lourds, qui devaient être payés par donc les habitants de ces territoires. Et de l'autre côté, ça permettait à Rome d'avoir l'argent pour payer ce qui était produit dans ces mêmes territoires. Il y a quand je parlais d'économie de prédation, on prend le trésor, il y a des scènes dans Astérix où avec le souvenir cauchemardesque toujours de Vercingétorix jetant ses armes et des pièces d'or, des calices, des choses comme ça au pied de César à Rome. Oui, et par exemple dans l'un des premiers albums qui est Astérix et le Chaudron, l'objectif c'est de sauver de l'or qu'un Gaulois ne veut pas payer à titre d'impôt. Et par contre, les Gaulois du village d'Astérix, eux, ne payent pas d'impôt parce que de toute façon, ils n'ont pas été soumis. C'est irréductible, c'est assez pratique. Beaucoup de monnaie locale à l'époque gauloise, pas seulement les sesterces d'ailleurs. C'est aussi une histoire de la monnaie. Oui, en fait, les sesterces, c'est une monnaie qui apparaît après la période gauloise. C'est une monnaie romaine en réalité. Et il se trouve que d'un point de vue schématique, la Gaule était un territoire où il y avait beaucoup d'or, il y avait des mines d'or. Et les monnaies gauloises étaient beaucoup en monnaie d'or finalement, alors que du côté romain, on était plutôt en monnaie d'argent, un petit peu comme pour aussi la Grèce. Et ce qui a permis aussi, il y avait eu un appât de cupidité finalement de César pour prendre ces territoires du fait de cette présence d'or.
aussi. Avec, si on veut réviser toujours dans les notions d'économie, la notion de balance commerciale d'ailleurs, parce que Rome n'exporte pratiquement rien et importe. Oui. Plein de produits manufacturés. Oui. Et ça, il y a dans plein d'albums d'Astérix, on voit ça. Oui, en fait, Rome est un territoire, un ventre insatiable. C'est ça. Et il faut que tout arrive à Rome et surtout que tout se passe bien, parce que c'est là que se trouve le centre névralgique politique. Et s'il y a des révoltes, ça peut être très mauvais pour la personne qui est à la tête de l'Empire. Parce qu'empire colonial hyper centralisé d'ailleurs. Hein. On va dire, il y a le système politique, les sénateurs, etc. Mais on voit celles et ceux qui sont responsables de prélever l'impôt, de faire tourner une administration. Toutes les routes mènent à Rome, mais c'est pas pour rien. C'est que en fait, cet empire est fait pour que la ville de Rome et les personnes qui y habitent, hein, pas seulement les citoyens, mais ceux qui y habitent d'un point de vue général, n'aient pas envie de se révolter. Et donc des pains, des jeux et tout ça, ça doit être presque gratuit. On va continuer à en parler. Un des piliers de l'humour dans les albums d'Astérix repose sur les clichés. Et en économie, ceci ne manque pas, expliquez-vous, dans la présentation de l'exposition. On en aura peut-être quelques exemples tout à l'heure. Philippe Gineste, invité du Grand Oral pour parler de cette exposition Astérix et l'économie qui se tient jusqu'en février prochain à Citéco à Paris. On se retrouve après l'Anti-Sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. Pour cette anti-sèche, il va falloir avoir le pied marin puisque vous allez nous emmener sous l'eau, plus précisément dans l'océan austral, pour une pêche qui menace de plus en plus le krill. Oui, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en norvégien, le krill? Petite frite de poisson. Petite frite de poisson. Et petit, c'est le cas de le dire, ça ressemble à minuscule. Ouais. Oui, comme un trombone. Et c'est seulement 2 grammes. Donc c'est évidemment très petit, ça pèse rien. C'est l'une des espèces animales les plus abondantes de la planète. On estime entre 300 et 500 millions de tonnes de krill dans les océans et les mers du globe. Il est surtout présent dans l'océan austral, hein, l'océan qu'on appelait l'océan Antarctique jusqu'en 2021, reconnu comme 5e océan. Cet animal adore l'eau froide, c'est la raison pour laquelle il se trouve là-bas. Il se trouve au pôle sud et il est présent sur une surface extrêmement grande car l'océan couvre environ 20 millions de kilomètres carrés, c'est 5% de la surface terrestre. Quelques chiffres impressionnants quand même pour le krill qui vont vous parler. La femelle peut pondre jusqu'à 10 000 œufs à la fois. On comprend pourquoi c'est une espèce très répandue. Exactement. L'habitat du krill s'étend de la surface de l'eau jusqu'à 3500 mètres de profondeur et le krill est capable de survivre sans se nourrir jusqu'à 200 jours. Imaginez quand même. Alors pourquoi le krill fait-il l'actualité depuis quelques semaines? Parce que vous avez vu passer plusieurs annonces concernant le krill récemment. Effectivement, de nombreuses ONG qui en parlent parce que sa pêche intensive menace l'équilibre de la planète. Déjà parce que la population aussi du krill a chuté de 80% depuis les années 70. Et cette pêche intensive a des conséquences doubles. Le krill joue un rôle primordial dans l'élimination du carbone. Il se nourrit des algues riches en carbone présentes à la surface de l'eau. Puis, après digestion, rejette au fond de l'océan ces déchets carbonés. Le krill contribue aussi à ralentir le changement climatique en transportant jusqu'à 23 millions de tonnes de carbone, soit l'équivalent des émissions de 35 millions de voitures. Imaginez, c'est ce que dit l'ONG Changing Markets Foundation, qui est liée d'ailleurs avec le GIEC depuis de nombreux mois autour de ce problème du krill et de cette pêche intensive. Des chiffres spectaculaires. La pêche industrielle du krill, elle menace aussi l'alimentation des baleines, et ça on en avait parlé dans l'émission, des phoques et puis toute la faune marine locale. Il arrive aussi régulièrement que des animaux se trouvent piégés par les filets qui permettent de pêcher le krill, et qu'ils en meurent. Oui, totalement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les ONG se révoltent à ce problème de cette pêche intensive. Seulement 5% de l'océan austral est classé en aire marine protégée, hein, où la pêche est interdite. La pêche industrielle du krill a commencé dans les années 60, quand la Russie et la Chine ont envoyé des chalutiers dans l'océan austral. Et aujourd'hui, les captures ont été multipliées par 4 en 15 ans. Une dizaine de pays la pratiquent, notamment la Norvège, bien devant tout le monde, mais aussi le Chili, la Corée du Sud et l'Ukraine. L'exploitation du krill est destinée essentiellement à la commercialisation de 2 produits transformés qui dominent le marché. D'un côté, on trouve la farine de krill, largement utilisée comme additif alimentaire. Elle n'est utilisée qu'en complément nutritif, notamment pour rendre la nourriture plus appétissante et accentuer la couleur rose. D'un autre côté, l'huile de krill est extraite pour produire des compléments alimentaires en oméga 3 destinés notamment à une consommation humaine, jusqu'à 30 fois plus cher qu'une huile de poisson. Et selon le GIEC, on en parlait, le marché des compléments alimentaires à base d'huile de krill devrait augmenter de 13% depuis les chiffres de
2000 jusqu'en 2027. Donc il se retrouve très facilement dans notre assiette finalement, le krill. Totalement. Et d'ailleurs, dans les grandes surfaces, on les retrouve un peu partout, notamment Auchan et Carrefour, pour donner des marques. Le saumon élevé au krill est vendu par la majorité des grandes enseignes et européennes de supermarchés qui se fournissent auprès des producteurs. Selon les chercheurs, l'intensification de la pêche au krill pourrait provoquer la disparition d'un tiers de la population de pingouins d'ici la fin du 21e siècle. Donc il faut se réveiller. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Philippe Ginès, Grand Oral. L'économie selon Astérix, exposition immersive et participative pour mieux saisir les grands concepts économiques à travers les aventures d'Astérix, tout en s'amusant. Ça se passe à Citeco à Paris. On en parle avec le directeur de Citeco, Philippe Ginès. Vous nous faites une rapide visite en quoi je peux m'immerger, participer. Il y a des tas de dispositifs interactifs, c'est ça ? Oui, alors dans un premier temps, l'entrée dans l'exposition, c'est on rentre dans un livre, dans une BD, donc on rentre dans l'œuvre de façon assez symbolique. Et une fois qu'on a passé cette porte, on se retrouve dans le village gaulois. Et dans ce village gaulois, on fait la connaissance avec les principaux personnages. Comment se représente ce village, quelles sont les odeurs, comment on reconnaît les personnages. Comment on a un petit jeu aussi, parce qu'il n'y a pas que des explications économiques, hein. Il y a aussi des choses un petit peu ludiques. On a un jeu de protection de la biodiversité où on va chercher de la potion magique pour taper sur des Romains pour protéger les arbres. Et si on n'arrive pas à taper sur les Romains, les Romains coupent les arbres. Ça fait référence en fait. Ce qui rend l'idée fixe extrêmement triste, généralement. Ça fait référence au domaine des dieux. Absolument. De mémoire, on mettait les glands dans la potion magique. Et ça permettait. Ce sont des glands magiques en fait. C'est ça, des glands magiques. Le chêne pousse instantanément. Voilà. Et donc en fait, on a cette partie-là où on présente aussi la monnaie gauloise et aussi des témoignages des filles des Uderzo et Goscinny qui font un témoignage de leur père. Et de la façon dont en fait elles les ont vus travailler et construire cette œuvre-là. Et on a une seconde salle qui est plus importante. Et dans cette seconde salle, on parle du reste du monde, en fait. Vous avez reproduit ce système intérieur-extérieur, le village et ce qu'il y a derrière les... Et donc, on fait des points de focalisation sur des faits économiques comme, par exemple, la mondialisation, comme le commerce international. Alors, si on s'arrête un petit peu là-dessus, d'ailleurs, commerce international, etc. Alors, sur l'argent, par exemple, il y a Astérix chez les Helvètes. Oui, par exemple, oui, effectivement, où ils vont en Suisse et ils sont confrontés à un banquier suisse. Alors, il se trouve que ça, c'est une invention complète, hein, puisqu'il n'y avait pas de banque dans l'Empire romain. Ce sont les temples qui permettaient de conserver l'argent en temps de besoin, mais il n'y avait pas de coffre-fort comme vous pouvez le voir dans Astérix en Helvétie. Ça vient bien plus tard. Le bouclier Arverne, vous parliez des multinationales, de la mondialisation, là, on est en plein dedans. Oui, parce qu'en fait... il se passe plein de choses dans l'œuvre, mais on voit notamment Astérix et Obélix qui visitent une entreprise de pneus, de roues de chariot en fait, et en fait ça fait complètement référence à Michelin puisqu'on est à Clermont-Ferrand. Et c'est assez amusant d'ailleurs. Vous avez parlé du chaudron et de l'impôt. Sur le travail, alors, vous dites qu'il n'y a pas d'album spécifiquement sur le travail, mais le seul personnage parce que vous dites il y a deux personnages qui travaillent dans le village. Je ne sais pas à qui vous pensiez, parce qu'Obélix, on ne le voit pas souvent travailler quand même, hein, mais il est censé le faire. Il y a Ordre Alphabetix qui vend des poissons, et puis surtout, c'est Automatix, voilà. le forgeron. Ouais. Ce sont les deux qui travaillent vraiment. On ne sait pas trop pourquoi, puisqu'ils ne vendent pas beaucoup de poissons, et forgeron, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais en réalité, ils sont tous autosuffisants. Dans cette histoire de krill dont on a parlé tout à l'heure, on parle des biens communs. Et les biens communs, c'est les biens qui appartiennent finalement à tout le monde, à la communauté. Et l'objet, c'est de savoir comment réguler cette communauté, comment faire en sorte qu'elle soit partagée et qu'elle perdure. Et les Gaulois, dans leur village, ils font ça. Ils régulent les biens communs avec la forêt qui les entoure, et cette forêt les nourrit, aussi bien de sangliers que de champignons de temps en temps pour améliorer les sangliers. Et quand ils cessent de raisonner sur cette économie des communs et qu'ils veulent commencer à s'approprier des choses, je pense à Obélix et compagnie, subitement ça se gâte. Ça se gâte complètement, et là c'est donc effectivement un jeune brillant énarque, puisqu'il sort de l'École nationale des affranchis. C'est ça, c'est quand même... Celle-là, il m'a fallu quelques années pour la comprendre quand même. qui sort
a l'idée brillante de faire en sorte que l'argent va avilir les Gaulois et donc la richesse va créer une sorte de zizanie à l'intérieur du village. Il n'y a pas forcément tort. Et c'est ce qui se passe effectivement, mais pris à leur jeu, en fait, les déficits sont tellement énormes qu'à la fin, c'est l'Empire romain qui est obligé de laisser la place et de faire un crack. Et on a de la spéculation, on pense à quoi? La crise des tulipes Oui, c'est ça, et à la fin, ça se termine. D'ailleurs, j'ai jamais su si elle avait vraiment existé parce que j'ai lu qu'en fait c'était un peu plus compliqué que la façon dont on la raconte, cette spéculation sur les bulbes de tulipes ça existait, aux Pays-Bas. Ça existait quand même. Ça existait quand même, bon. Mais sur la nature des faits qui se sont enchaînés après, apparemment les économistes débattent entre eux sur si vraiment ça a permis de déstabiliser le système. Dans le domaine des dieux aussi, et là c'est très lié aux Trente Glorieuses et au début d'une certaine forme d'urbanisation, il y a la thématique de l'urbanisme, et en lien là encore avec les modes de vie et les rapports sociaux. Oui, exactement. Alors, il faut savoir que les auteurs habitaient en Seine-Saint-Denis et à ce moment-là, ils ont vu construire à côté de chez eux un énorme centre commercial à la place d'une forêt qui était Parly 2. Et donc, en fait, ils racontent dans cet album cette histoire-là, où justement, il faut raser la forêt pour construire un nouveau domaine. Et l'idée étant de socialiser les Gaulois par cette ville nouvelle qui se construisait. Alors, en fait, il n'y a pas que ça dans l'album. On voit aussi, pour construire ce nouveau domaine, on mobilise de la main-d'œuvre. La seule main-d'œuvre disponible, ce sont des esclaves, ce qui est vrai dans l'Empire romain. Il y a beaucoup d'esclaves. Et ces esclaves, en fait, voient leur travail anéanti par les glands magiques pour refaire pousser la forêt pendant la nuit. Et ils en ont assez. Et donc, ils se mettent en grève. Et pour briser cette grève, on décide de les payer. Donc, on voit des négociations salariales. On voit des syndicats se former. On voit les légionnaires à nouveau, à leur tour, se mettre en grève parce qu'ils considèrent qu'ils sont mal payés, parce qu'ils sont moins payés que des esclaves. En fait, on voit tout un champ social se construire tout au long de l'album. Ce qui n'est pas sans évoquer le film d'Alain Chabat, Astérix et Cléopâtre, avec le pas content et les manifs, mais qui ont existé dans l'Égypte antique. Bien sûr. Il y a eu des manifestations, il y a eu des grèves. En tout cas, Astérix, c'est une bonne affaire économique. C'est un bon truc pour apprendre l'écho, mais c'est une bonne affaire économique puisque la série créée en 1959 a déjà été traduite dans 117 langues et dialectes et 393 millions d'albums ont été vendus dans le monde. On retrouve Philippe Ginès juste après la récré, Brandon Moirette. Rebonjour Brandon. Rebonjour. Un conte musical pour cette récré, il vient de sortir, c'est La Mandoline de Lvif, c'est chez Priva Jeunesse. Effectivement, Clara Cerna, c'est cette violoniste franco-roumaine qui a écrit ce conte absolument magnifique, illustration de Rebecca, et c'est évidemment avec la voix magnifique, somptueuse de Julie Depardieu. Et c'est un conte, effectivement, c'est mon époux d'ailleurs, Thierry Huillet, qui a composé la musique. Alors ce conte, il a l'originalité de faire parler une mandoline italienne, et on a vu des choses, cette mandoline, puisqu'elle est née en 1697, et elle ne raconte pas évidemment n'importe quoi, elle raconte l'histoire de la ville de Lviv, ville tout à l'ouest de l'Ukraine, la plus occidentale d'ailleurs de l'Ukraine, patrimoine absolument magnifique, puisque la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis une trentaine d'années. On le comprend dès le début d'ailleurs. Oui, dès le départ, on le voit, deuxième, troisième page, il était une fois dans la lointaine ville de Lviv, une maison qui, par ses fenêtres, regardait les siècles passés dans la rue. Donc elle nous emmène évidemment dans la vieille Europe, dans les prairies de la Bohème, dans les steppes, ou à la rencontre de Gengis Khan. Et ce qui est particulièrement intelligent aussi dans ce conte, c'est qu'on nous transporte, on nous emporte dans les soubresauts du XXIe siècle. Évidemment, ça résonne avec l'histoire aujourd'hui de la guerre en Ukraine. Pourtant, le conte est né bien avant le début de la guerre en Ukraine. D'où est venue l'idée à l'autrice, à Clara s'est rendue en vacances à Lviv, et elle a été charmée par cette ville absolument magnifique. Moi, j'y suis allé il y a quelques années, et c'est vrai que c'est absolument incroyable le nombre de monuments que l'on retrouve. Église des Bernardins, la cathédrale Saint-Georges, le monument aux académiciens aussi absolument magnifique. L'église des Bernardins, c'est vraiment absolument magnifique. On a l'impression de voyager dans la Russie un peu de l'ancien temps. Aussi. Oui, effectivement, ce palais classé aussi au patrimoine mondial. Et ce qui est intéressant, là, c'est un hommage à l'Ukraine, à la musique de manière générale, aussi un clin d'œil à l'Ukraine d'aujourd'hui, tous les personnages, et de montrer aussi comment le patrimoine ukrainien aussi résonne encore aujourd'hui dans l'Europe. Le petit plus aussi dans ce conte, c'est souvent le petit
moins en général dans les contes. Là, c'est les illustrations absolument incroyables. On montre une qui me touche forcément. Voilà, le fond, la forme, ça vient aider le lecteur, auditeur pour en apprendre un peu plus sur cette histoire et pour voyager dans l'ouest de l'Ukraine. Voilà, et c'est chez Priva Jeunesse, la mandoline de Lviv. Idée cadeau. Pour Noël. Idée cadeau pour Noël. Très beau cadeau. Et on peut le lire à la récré pendant le quart d'heure lecture. Merci beaucoup, Brandon, Philippe Gineste, Grand Oral. L'exposition L'économie selon Astérix nous rappelle que l'économie est plus qu'un ensemble de chiffres et de statistiques. C'est une force vive qui façonne nos vies, nos choix, nos destinées. Elle influence ces Gaulois dans leur vie quotidienne, l'organisation du village ou leur relation avec le monde extérieur à travers les différents voyages qui jalonnent leurs aventures. C'est un extrait de la présentation de cette formidable expo Astérix et l'économie qui se déroule actuellement à Citéco et dont on parle avec Philippe Gineste. En quoi les plus vieux albums racontent finalement aussi le monde d'aujourd'hui? Parce que, typiquement, il y a par exemple une préoccupation écologique très forte dès le début. Oui. Qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. Enfin, si, du monde, non, c'était même avant. Donc, Oui, parce qu'en fait, la pirouette de la construction intellectuelle de cette œuvre, c'est d'imaginer le monde d'avant. Le monde d'avant, cet urbanisme effréné. Et on les voit, par exemple, dans la Serpe d'Or, venir à Paris. Enfin à Lutèce. Et c'est juste un petit morceau de l'île de la Cité qui est construit. Et ils s'ébahissent devant la ville en disant mais que c'est grand. Et puis ils trouvent que c'est pollué, embouteillé, que ça fait trop de bruit, alors que c'est en gros un gros village. Voilà, ce qui n'a pas beaucoup changé. Là, je vous montre juste une double page dans le nouvel album Iris Blanc. Aussi, l'arrivée à Lutèce dans les bouchons. Et heureusement, Obélix peut se saisir du chariot. Et grâce, comme il est tombé... la rue de Rivoli s'est emblottée. Voilà. Astérix, est-ce que la série, même sans le vouloir, parce que ce n'était pas le projet de ses auteurs, défend une vision particulière de l'économie ? Ou une théorie économique particulière? Non, ils ne sont pas à ce niveau-là, mais par contre, ils ont un œil bienveillant sur ce qui doit faire société et faire en sorte que nos différences ne sont que des différences de façade et que en faisant le tour du monde, le tour de Gaulle, en allant en Hispanie à un moment où l'Europe n'était pas construite, donc il y avait une vraie frontière, en allant un petit peu partout dans le monde, en fait, on retrouve des gens qui sont préoccupés par leurs proches, leur famille et de vivre dignement. Et c'est pour montrer en fait que ces différences ne sont que des différences culturelles mineures en réalité. Et ça vient de leur histoire, parce qu'aussi bien Uderzo que Goscinny sont des enfants d'immigrés et ils ont trouvé dans la terre de France un lieu d'accueil qui leur a donné une place et ils ont pu se construire et puis développer ce qu'ils avaient envie de faire. Et ça, en fait, ça transparaît dans leur œuvre. Sans aller jusqu'à dessiner. Enfin, donc il y a une société idéale, avec pas forcément le système économique idéal qui va avec. Dans le dernier album, alors l'Iris Blanc, évidemment, c'était un secret, c'était gardé dans les coffres forts. Vous n'y avez pas eu accès avant de monter l'exposition. Néanmoins, on retrouve aussi pas mal de sujets d'actu. Il y a les circuits courts, oui. Il y a les bobos. Oui. La pêche durable. Bien sûr. Vous auriez pu faire une pièce mais c'est en fait, sur l'Iris Blanc. Tout à fait. Et puis pour la petite histoire, en fait, on a une saison culturelle cette année qui porte sur la société de consommation et on l'a appelée Vice et Vertu de la société de consommation. Vice et Vertu, petit clin d'œil au personnage. Et on ne le savait pas, mais le personnage s'appelle Vice et Vertu. D'accord. Le personnage qui veut amener, il est persuadé qu'en amenant le développement personnel dans le village, ça va un peu amollir tout le monde et qui sera extrêmement facile pour les Romains d'oxyre les Gaulois. C'est pas de l'écho, mais cette fois de l'actu. Il y a aussi Astérix aux Jeux Olympiques. Il y a aussi des choses autour du sport business, du dopage. Bien sûr. Ça, c'est dans l'exposition. On parle des Jeux Olympiques. Ouais. C'est l'un des thèmes, justement. Et relisez l'album, je le trouve extraordinaire, cet album-là. Et les Grecs, en fait, pourquoi font-ils les Jeux Olympiques? Pour faire en sorte qu'il y ait des étrangers qui viennent chez eux, pour que, en fait, ils dépensent leurs sous, pour qu'ils aient assez de moyens pour entretenir les vieilles pierres. Ça ressemble beaucoup à quelque chose d'assez récent. Petit message à Anne Hidalgo de la part de Philippe Gineste. Vous étiez lecteur d'Astérix vous-même? Bien sûr, et j'ai redécouvert Astérix avec ma fille, puisque en fait, elle a fait son apprentissage de lecture en lisant toutes les œuvres, et puis on les a lues ensemble. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a surpris ou comment vous l'avez lu avec un œil à la fois d'adulte et de père? En fait, l'œuvre est tellement riche qu'on peut la lire avec plein de niveaux de situation. Quand on est enfant, on rigole des Romains qui se prennent
prendre des baffes. Ouais. Après, on rigole un peu plus des jeux de l'école mots, nationale de la etc. franchise, Mais après, il y a cette lecture, justement, avec mon œil averti d'économiste, a montré que l'œuvre était vraiment très, très profonde. Et ça ne se voit pas lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Alors, les parents, hop, vous allez en cuisine ou je ne sais quoi pendant 12 secondes. Les enfants, vous restez. Donc, vous avez le droit de lire Astérix, celui-ci ou les autres, tant que vous voulez. Et si les parents arrivent en vous demandant ce que vous faites ou je ne sais quoi, vous dites « je travaille, je révise ». Voilà. Ou sinon, vous allez évidemment à Citéco pour visiter l'exposition sur Astérix et l'économie. Vous restez avec nous, on va parler de nutrition pendant quelques instants. C'est quelque chose qui occupe une place importante dans les albums d'Astérix, la nourriture. Brandon, merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Plateau repas, Sandra Ferreira. Plateau repas, notre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons parler du Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, il existe déjà. En revanche, un nouveau mode de calcul entre en vigueur le 1er janvier, plus strict que le précédent. On rappelle quand même, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, le Nutri-Score. Exactement, le Nutri-Score, c'est un système d'étiquetage nutritionnel à 5 niveaux. Ça va de A à E, du vert au rouge. C'est écrit sur le devant des emballages alimentaires et c'est établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un aliment pour vous guider, tout simplement. Pourquoi changer le mode de calcul du Nutri-Score? Eh bien, parce que ce Nutri-Score, il a été créé il y a 7 ans par une équipe de chercheurs, avec des nutritionnistes, des scientifiques, des médecins. Alors tout ça, ce sont des indépendants, c'est important de le préciser, mais forcément, ce Nutri-Score nécessite une mise à jour régulière parce que la science évolue. Alors le nouveau Nutri-Score, il va être plus strict pour certaines catégories. Par exemple, alors, les modifications. Alors, les modifications, elles vont être bien alignées sur ces recommandations. Il y aura une grande pénalisation sur le gras, le sucre et le sel. Exemple concret, les céréales pour le petit déjeuner, il faut vraiment qu'elles aient très peu de sucre, sinon elles n'auront pas la note A qui est la meilleure. Elles seront pénalisées, elles vont descendre d'un ou deux rangs. Les fruits secs, par exemple, également, et les graines ont les meilleures notes A, B, mais s'il n'y a pas d'ajout de sel, s'il n'y a pas d'ajout de sucre. Donc, sinon, c'est D. Sinon, c'est D. En fait, on se concentre beaucoup sur l'apport en sel, en sucre. Les huiles, elles, malheureusement, étaient souvent très mal notées parce que grasses, mais si elles sont bonnes pour la santé, comme les plus recommandées, un colza, olive noire, on va voir ces huiles classées en B. Elles vont remonter et les moins bonnes vont descendre en D, E. Les plats composés vont aussi descendre au niveau de la notation. La pizza va aussi descendre à cause de l'apport en sel. Bon, après, peut-être que les fabricants vont aussi améliorer leur recette pour voir la note monter. C'est si je me fais une pizza avec du poisson. J'imagine, j'ai pas tous les modes de calcul, mais que ça devrait améliorer, sachant que la viande rouge, elle, va être beaucoup moins bien classée maintenant que la volaille et le poisson. Donc, ils ont réussi à séparer ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et même les laits végétaux, qui paraîtraient comme très bons pour la santé, on va en avoir en A, mais ça pourra aller jusqu'à E. D'accord. Les aliments complets, riches en fibres. Alors, les aliments riches en fibres, eux, ça va être excellent, puisqu'ils vont remonter, c'est important pour la santé, je le dis très souvent, vont remonter en A, par exemple pour le pain complet. Si on est sur un pain raffiné, ça va descendre en B. D'accord. Et fromage? Les fromages, eux, sont très très salés en général, donc ça va être en fonction de la teneur en sel. En fonction du sel. Il y a eu d'ailleurs toute une polémique sur le fromage, parce qu'il y a certains fromagers qui ne sont pas contents que leur fromage soit classé en E à cause de la teneur en sel. On peut citer quelques marques. Allez, des plus connus, le petit Nesquik par exemple. Nesquik petit déjeuner, les céréales du Nesquik du petit déjeuner vont passer de A à C. Quand même, ça leur fait mal à cause de la teneur en sucre et en sel, qui est beaucoup plus prise en considération. On va parler d'une huile biologique qui s'appelle Filippo Berio. Le Nutri-Score, lui, était en C et ça remonte en B parce que des bonnes graisses dans l'huile d'olive. Et parlons Coca-Cola, 0 ou light, ça passe de B à C parce que maintenant, dans le nouveau Nutri-Score, on prend en considération les édulcorants, malheureusement que dans les boissons. Donc il y aura peut-être des choses à améliorer. D'accord. Alors même ce que vous nous dites, c'est que ça pourrait être dans les éléments. Les industriels, ils réagissent comment? Bon, ils sont pas forcément très heureux de cette réglementation, mais bon, il faut savoir quand même que le Nutri-Score n'est pas obligatoire pour le moment, donc ils vont tout simplement retirer si ça leur convient pas, ils vont retirer de leur emballage. Moi, je trouve que l'idée de base, elle est bonne quand même, elle permet de guider le consommateur. J'ai juste peur que le consommateur soit un peu perdu. On rappelle que ce Nutri-Score est calculé sur la base de 100 grammes de produits et que jamais... Ah oui, 100 grammes d'huile, je fais rarement. 100 grammes d'huile, on le fait rarement, ou 100 grammes de beurre, donc attention, c'est aussi au niveau
niveau des quantités qu'il faut éduquer le consommateur. Et donc on continuera à suivre vos bons conseils. On va continuer à vous écouter. C'est les conseils pour les enfants avec la main, là on calcule les quantités. Ah oui, les quantités, vous rappelez bien le point pour les féculents, il faut revoir la chronique. Oui, c'est ça. Sandra, merci beaucoup. Philippe Ginès, merci beaucoup également. Vous dirigez Citéco, c'est à Paris, dans le 17e, l'exposition d'économie selon Astérix, jusqu'à fin février. On s'inscrit. Il vaut mieux prendre une réservation sur Internet. Voilà, parce que ça a plein de succès. Il faut dire que c'est hyper actif et puis que c'est notre Gaulois préféré, dont vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, parce que je crois qu'ils ont déjà vendu 1 million d'exemplaires en France, lire l'Iris blanc qui vient de sortir avec des textes de Fab Caro et des dessins de Didier Conrad. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et en régie aujourd'hui Gauvin Bonizek au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.